Voilà, on va commencer. Dus welkom op onze webinar die de investeringsplannen voor elektriciteit en gas van Sibelga voorstelt in het kader dus van onze openbare raadpleging. Je m'appelle Adeline Mouronaud et je suis donc chargée de communication au sein de Brugel et c'est moi qui orchestrerai ce webinar. C'est une première pour Brugel et donc on espère évidemment que tout va bien se passer. Voordat we beginnen wil ik u herinneren aan enkele regels met betrekking tot de presentatie. Allereerst moet u weten dat we deze webinar opnemen en dat we de video op onze website beschikbaar zullen zetten. Als deelnemer kunt u dus wel de presentatie zien en horen, maar kunt u niet vocaal ingrijpen. U kunt natuurlijk schriftelijke vragen stellen via de rubriek Q&A aan de rechterkant van uw scherm. Uw vragen worden gepubliceerd en zijn dus zichtbaar voor alle deelnemers. Vermeld bij het schrijven van uw vraag uw naam en of de naam van het bedrijf waarvoor u werkt. U heeft ook de mogelijkheid om vragen van andere deelnemers te liken. Als er te veel vragen zijn, geven we voorgaan aan de vragen met de meeste likes, maar we zullen echter onze best doen om alle vragen te beantwoorden. Er zijn 2 vragen-antwoorden-sessies gepland. Een eerste sessie na de presentatie van het elektriciteitsplan, en een tweede sessie na de presentatie van het gasplan. Je rappelle donc juste que ce webinaire est organisé donc dans le cadre de notre consultation des projets de plan d'investissement électricité et gaz de Sibelga et non pas dans le cadre de la consultation relative à l'étude de Brugel sur le déploiement des systèmes intelligents de mesure qui est maintenant terminée. Brugel, on organisera une présentation spécifique sur le résultat de la consultation donc relative à cette étude plus tard dans l'année où vous pourrez donc poser toutes vos questions. Il vous est donc demandé donc de cibler vos questions ici sur les plans d'investissement. Alors, le webinaire donc, va se dérouler en 4 phases. On va d'abord avoir une introduction qui sera faite par Brugel, et donc je donnerai la parole à ce moment-là à mon collègue Farid Fodil Pacha. Ensuite, on aura la présentation donc, du plan d'investissement électricité. Ce plan sera présenté par Sibelga et donc comme expliqué plus tôt, on aura alors après la présentation une première session de questions-réponses. On passera ensuite au plan d'investissement gaz, toujours présenté par Sibelga. Et puis Farid Fodil Pacha prendra la parole pour expliquer les next steps qui attendront une fois que la présentation est faite et puis quand se terminera notre consultation publique. Donc pour commencer, je vais donner donc la parole à Farid pour l'introduction par Brugel. Bonjour à toutes et à tous. Toutes mes excuses, je n'ai pas encore branché mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous voir si nombreux à notre webinaire pour cet après-midi. On est convaincus que d'autres nous rejoindront aussi un peu plus tard. Comme introduction à ce webinaire, je vais, au nom de Brugel, parler particulièrement de 2 points. D'abord, le cadre d'organisation de la consultation publique, notamment le cadre légal et ses modalités qui ont été discutées et consultées avec les gestionnaires de réseau d'électricité et de gaz à Bruxelles. Et aussi, pour votre parfaite information, je vais aborder aussi très brièvement l'approche de Brugel dans l'examen de ces projets de plan d'investissement. Pour ce qui concerne l'organisation de la consultation, sur le plan légal, cette consultation est fondée sur le pied des articles 12 de l'ordonnance électricité et l'article 10 de l'ordonnance gaz. Ces articles précisent que les plans d'investissement doivent être reçus par Brugel avant le 31 mai de chaque année de la part des gestionnaires de réseau d'électricité et de gaz, chacun pour ce qu'il concerne. Et suite
sur la base de ces projets de plan d'investissement, Bruegel procède à une consultation publique des administrations et des utilisateurs concernés. Bruegel peut limiter la consultation publique sur certains aspects de ces projets de plan d'investissement. Pour ce qui concerne les modalités, ont été discutées avec les gestionnaires de réseau ILIA et Sibilga pour offrir une information proactive et transparente aux utilisateurs bruxellois. Concrètement, on a décidé d'étendre la période de consultation à une durée d'1 mois pour répondre aux demandes déjà exprimées l'année passée lors de la précédente consultation publique. Beaucoup de participants ont demandé de consacrer une période relativement longue pour recueillir les contributions de chacun. Reviens, s'il te plaît. Non, reviens sur l'ancien slide. Ah, ok, sorry. En outre, cette année, on a aussi décidé, comme l'année passée, de publier l'ensemble des projets de plan d'investissement d'ILIA et des Sibilga par souci de transparence notamment. Plus particulièrement cette année, les gestionnaires de réseau ILIA et Sibilga ont fait un effort important de pédagogie dans la rédaction d'une note d'accompagnement qu'ils ont annexée à leur projet de plan d'investissement spécifiquement pour cette consultation publique. Nous saluons cet effort qui devrait permettre aux utilisateurs de comprendre les finalités de ces projets d'investissement. Comme vous le savez, ces projets ont des aspects très techniques qui ne sont pas à la portée de tous. Pour ce qui concerne cette présentation publique, de ces projets d'investissement. Cette année, on a décidé de faire un focus uniquement sur le projet d'investissement de Sibilga pour son réseau d'électricité et de gaz. On s'est concerté avec ILIA pour ne pas présenter son projet de plan d'investissement pour la simple raison que le plan d'ILIA n'évolue pas d'une façon vraiment importante d'une année à l'autre. Il concerne un nombre très réduit d'utilisateurs, 10 au total. À Bruxelles, ils sont tous des industriels, alors que le réseau de Sibilga est le plus dense et il touche un nombre beaucoup plus important, 600 000 foyers à Bruxelles. Aussi, cette année, on a opté pour une formule webinaire, hein, comme vous le doutez, pour tenir compte de la pandémie Covid. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Pour ce qui concerne l'approche de Bruegel dans l'examen des plans d'investissement qu'il réalise chaque année avant d'émettre son avis au gouvernement qui, in fine, décide d'approuver ou pas ces projets de plans d'investissement, l'approche de Bruegel s'inscrit dans une vision intégrée qui intègre 3 composantes ou 3 aspects qu'il faut regarder dans l'examen des plans d'investissement. D'abord, Bruegel analyse l'opportunité de ces projets d'investissement par rapport aux exigences du cadre légal en vigueur et sur la capacité de ces réseaux à répondre aux besoins des utilisateurs actuellement et dans le futur. Aussi, les plans d'investissement sont analysés par rapport à la réalisation des objectifs de qualité de fourniture sur le réseau d'électricité et de gaz. Chaque année, Bruegel suit ces indicateurs et rend des avis sur la réalisation de ces objectifs que les gestionnaires du réseau se sont fixés pour les atteindre. En outre, Bruegel examine aussi l'impact tarifaire de ces plans d'investissement. Tout ceci dans une vision long terme de la transformation des réseaux en réseaux intelligents, surtout pour les réseaux d'électricité. Bruegel est convaincu que pour répondre aux besoins de la transition énergétique, il faut transformer ces réseaux en réseaux intelligents. Ce processus de transformation doit être réalisé d'une façon continue, mais avec une trajectoire progressive pour limiter l'impact sur la facture des utilisateurs bruxellois. Voilà, je termine mon introduction. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, et je cède la parole à ma collègue. Merci Farid. Et donc du coup, on va commencer donc avec la première présentation, le plan d'investissement électricité. Et je donne donc la parole à Monsieur Poux de Sibilga.
Op mijn beurt heet ik jullie allemaal van harte welkom. En in wil van de gelegenheid gebruik maken om Bruegel te danken dat we de gelegenheid krijgen ook in deze moeilijke periodes ons investeringsplannen voor te stellen. Ik zal de presentatie doen van ik zal de hele presentatie doen, sorry, maar ik word bijgestaan door enkele mensen van Sibelga, onder andere Raphaël Lefer, Mehdi Kroes en Jan Capon, die ergens meer gespecialiseerd zijn in bepaalde domeinen van het investeringsplan. Ik ben verantwoordelijk voor de lange termijn uitbouw van de netten en als dus ook voor het opstellen van het investeringsplan en voor het opstellen van de investeringscriteria. Mijn presentatie is opgebouwd uit 3 delen. In een eerste deel wil ik kort zeggen hoe dat we onze investeringsplannen opstellen, waar we allemaal rekening mee houden, om dan daarna een stukje meer in detail het elektriciteitsinvesteringsplan en het investeringsplan gas uit te leggen. We gaan niet het hele plan overlopen. Er zijn een aantal belangrijke punten uitgenomen en die hebben we afgesproken met Bruegel. Laten we dan van start gaan met de investeringsplannen zelf. Ja, mag geen verder. Dus de plannen hebben eigenlijk een dubbel doel. In de plannen voorzien wij voor eerst de investeringen die als doel hebben om bepaalde dreigingen dreiging is wel een groot woord, in het investeringsplan, de distributienetten te beheersen of om ze klaar te maken voor de toekomst, dat is het tweede deel dan. De aandachtspunten die wij geven zijn de kosten voor de exploitatie van de netten. We willen de veiligheid van onze netten en voor de mensen die erop werken of die erop aangesloten zijn waarborgen. We moeten ook waarborgen dat onze assets voldoen aan de technische en reglementaire voorschriften. En dan tot slot zijn er natuurlijk enveloppen of projecten voorzien voor het aansluiten van nieuwe klanten of voor uitbreidingen naar nieuwe ontwikkelingsgebieden. Dat voor een eerste deel. Een tweede deel van investeringen zijn investeringen die gedaan worden in het kader van de energietransitie, waarvoor Sibelga zowel het net voorbereidt als ook de activiteiten van Sibelga zelf, maar daar komen we dan later op terug. De investeringsplannen worden opgesteld volgens een vaste processen en die zijn dan weer geïnspireerd op de vroegere PAS 55. Nu is die vervangen door de ISO 55000. Het betreft de norm voor asset management. De investeringsplannen, als u die leest, zijn dan gewoon het resultaat van die processen en volgen eigenlijk de verschillende stappen. Ja, volgende slide alstublieft. Ik had al gezegd, en het is ook een doel in asset management, dat de investeringen of de investeringsplannen de link met de strategische objectieven van de onderneming hebben. En die link is beschreven in hoofdstuk 6 van het investeringsplan, waarin u dus ook de 5 strategische assen, ze zijn vermeld in de slide, terugvindt en de objectieven voor de strategische ontwikkeling van het net. De 5 assen zijn natuurlijk het 100% voldoen aan de vragen van onze klanten voor aansluitingen. En dan ook de kosten voor de exploitatie beheersen of laten dalen. De kwaliteit zo hoog mogelijk houden, dan gaat het over beschikbaarheid van de netten, de kwaliteit van de geleverde spanning of geleverde druk, de knelpunten of de overbelasting van de assets wegwerken en de bevoorradingszekerheid van onze netten. Een vierde as is de veiligheid. Ik zie dat er een paar letters weggevallen zijn, maar het gaat over sécurité. En onze bedoeling is van 0 ongevallen te hebben en zeker 0 fluïde ongevallen. En dan als laatste punt is natuurlijk de wettelijkheid of de conformiteit met de wetgeving die we beogen. Ik had het al gezegd, er is ook een budget voorzien voor de aansluiting van de klanten en ook een budgetten voor het herstellen van defecten. Het proces waar ik van geschreven heb is een klassiek 4-stappenplan waar we gaan kijken naar een check van ons net, voldoet het aan, en u ziet rechts al die dingen die ik al een paar keer opgenoemd heb. Na de check gaan we zien waar zijn er tekortkomingen, wat is er nodig om dat allemaal weg te werken. Komen we in de fase van plan en het investeringsplan dat we nu voorstellen zit op het einde van de cyclus plannen. Na de goedkeuring door Bruegel gaat dan alles naar uitvoering voor volgend jaar.
Het investeringsplan bevat 5 jaar. Dat wil zeggen dat het nu gaat vanaf 2021 tot 2025. En dus natuurlijk het eerste jaar dat moet uitgevoerd worden, gaat dan na de goedkeuring naar exploitatie gaan. Oké. Het feit dat het proces elk jaar herhaald wordt, wil dus zeggen dat de eerste 4 jaar de laatste 4 jaar van het vorige plan opnieuw herhaald wordt. Er komt elke keer gewoon 1 jaar bij. Nu, het voordeel van dat elk jaar te herhalen is dat je een goed beeld blijft behouden van de kwaliteit van uw netten, of zijn uw netten ook voldoen. Dat je ook korter op de bal kunt inspelen van wetgeving, veranderingen in wetgeving of veranderingen in aanvragen of technische evoluties. En het is heel belangrijk dat we die veranderingen tijdig anticiperen, want het is niet mogelijk om elk jaar volumes, bijvoorbeeld van aanleg van kabels, sterk te laten variëren. Je kunt niet het 1 jaar 20 kilometer leggen en het jaar erachter 60 en dan terug 40. Dus we moeten die volumes proberen constant houden. Dit zowel natuurlijk voor onze ressources die we hebben, dat die ook erg stabiel blijven. Uitzonderingen daarop zijn er zeer zelden, maar in dit investeringsplan, als ook in de vorige, hebben we 1 grote uitzondering, dat is de uitrol van de smart meter, die dus wel een belangrijke verandering geeft in de nabije toekomst. Okay. Voor degenen die de investeringsplannen in detail willen lezen, geef ik nog mee dat we dus de verschillende stappen in het asset managementproces volgen. Er zijn eerst 3 hoofdstukken gewijd aan, wij noemen het foto. In het eerste hoofdstuk maken we een bilans van wat we moesten gedaan hebben in het jaar voorgaand aan het investeringsplan. Dan een tweede en een vijfde hoofdstuk geven we een inventaris van onze assets. Ik ga zelfs ook een korte beschrijving van maken, maar vooral dat we gaan kijken van wat gebeurt er op die assets, wat is hun kwaliteit, wat zijn de nieuwe noden. In een hoofdstuk 6 geven we de link met de objectieven van Sibelga, heb ik daar juist al aangehaald. En dan hebben we een hoofdstuk 7, waarin de investeringen voor de volgende 5 jaar gepland zijn en meer bepaald ook die voor het eerstvolgende jaar een beetje meer uitgewerkt. Diegenen die onze investeringsplannen al kennen, zien direct dat het hoofdstuk 7 de samensmelting is van de vorige hoofdstukken 7 en 8. 1 en 2 staan niet op de slides. 1 is een inleiding en 2 is een lijst met woordverklaringen om het investeringsplan beter te begrijpen. Oké. Laten we dan direct overstappen naar het investeringsplan elektriciteit. Ik zal eerst een kleine presentatie geven van ons investeringsplan, van ons elektriciteitsnet. Daarna ga ik een aantal punten toelichten. Dat zijn de investeringen om... mag ik even terug naar de vorige? Of ga ik dat verder doen? Daarna gaan we het hebben over de veiligheid of de bevoorradingszekerheid. En hoe dat we dus anticiperen op de evoluties in de afnames en de beschikbare capaciteit op het net op peil houden. Daarna gaan we het hebben over de evolutie van de kwaliteit van de voeding. Een vierde deel is dan gewijd aan hoe we ons net willen voorbereiden op de energietransitie, de projecten die Sibelga daarin heeft. En dan in 5 gaan we het iets meer hebben over de politiek 400 volt. Om in een laatste paragraaf of een laatste deel gewoon de investeringen snel te overlopen en gewoon in de aandacht te zetten waar dat de belangrijke verschillen gaan zijn. Onze investering is, ons elektriciteitsnet is uitgebouwd door een middenspanningsnet en een laagspanningsnet. Het middenspanningsnet is gevoed vanaf het net van Elia, het transportnet. We hebben een 47 voedingspunten op dit ogenblik. De spanningen die ons toegeleverd worden zijn 150 en 36 kilovolt. Zelf wordt dat, en Elia transformeert dat voor ons naar 11, 6,6, 5,25 of 5 kilovolt voor ons middenspanningsnet. Het middenspanningsnet bevat dan een aantal verdeelpunten, posten de répartition, van waaruit dan lussen vertrekken in hoogspanning en op die lussen zijn dan zowel klantencabines als netcabines aangesloten. De netcabines gaan dan het laagspanningsnet voeden in 220 of in 400 volt.
En daarop zijn dan alle klanten aangesloten met de verschillende aansluitwijzen, gewoon op de kabel of rechtstreeks vanuit een cabine of rechtstreeks vanuit een deelpunt in het laagspanningsnet. Op de volgende slide zijn gewoon wat aantallen opgegeven van de verschillende assets. Wat we misschien in de aandacht kunnen zetten is dat wij 1000 telebediende cabines hebben, motorbediende cabines, zowel klantencabines als netcabines. En dat is het resultaat van een reeds jarenlange politiek van Cyberga om het middenspanningsnet te telebedienen en met als doel vooral op de beschikbaarheid van het net te beperken of dus sneller te kunnen opschakelen in geval van defect. Verder een opmerking natuurlijk, wij hebben zelfs nog luchtnet, maar het is echt anekdotisch. Oké. Voor de kwaliteit van de spanning, de bevoorradingszekerheid, u mag naar de volgende slide gaan. Hebben we in grafieken gezet hoe dat de afnames in megawattuur of in terawatturen verandert per jaar. We zien daarin een lichte daling. De twee lijnen die u ziet zijn de synchrone piekafname van ons net. Waarom zijn het er twee? De ene is met en de andere is zonder de lokale productieeenheden die gemeten zijn. Dus de bovenste lijn is met de invoer van lokale productieeenheden. In de linkse tabel ziet u het in volumes, maar wat u mag onthouden daaruit is vooral dat de zeer beperkte netverliezen op ons net, we hebben een 3% netverlies. Dat omvat de technische verliezen en de administratieve verliezen. Verder valt het ook op dat de bijdrage van de lokale productieinstallaties voor het ogenblik zeer beperkt is. Al hebben we sinds eind 2018 toch wel een serieuze stijging van aanvragen voor aansluiting met zonnepanelen voorzien. Om ons te verzekeren dat wij genoeg capaciteit hebben, worden er een aantal foto's gemaakt van het net elk jaar. In de bovenste grafiek ziet u de belasting van onze voedingspunten of onze koppelpunten met Elia ten opzichte van de 100% ter beschikking gestelde capaciteit van het net. De verschillende kleurtjes geven aan dat de afname op die punten zal veranderen in de toekomende jaren. En die veranderingen zijn het gevolg van ofwel aansluiten van nieuwe grote klanten, oftewel dat er belasting van één voedingspunt naar een ander punt gaat gebeuren. Deze grafiek of die verschuivingen en verhogingen van belastingen worden jaarlijks met Elia besproken en we werken dan telkens op een gezamenlijk project voor aanpassing van ofwel ons net, ofwel het koppelpunt, ofwel het net van Elia. De grafieken eronder zijn mazen, zoals we het noemen in het net, zijn eigenlijk een soort deelnetten die op zichzelf kunnen bestaan, maar die gevoed worden van een koppelpunt. En daarin zien we dat wij voor het ogenblik overal veel reserve hebben, slechts 3 mazen zitten boven de 75% belasting. Oké. Voor de belasting van het laagspanningsnet kijken we naar de transformatoren en naar de belasting van de kabels die in de cabines vertrekken. En we zien dat de gemiddelde belasting daar vrij laag is, die zit rond de 40%. En in het kleine balkje helemaal bovenaan in de grafieken staan het aantal transformatoren of kabels die meer dan 90% belast zijn. Dat is dus zeer weinig. Vanaf dat de transformatoren of kabels boven de 90% belast worden, wordt er een specifieke studie gedaan en worden die elk jaar verder opgevolgd van wat er gebeurt. Of dat het net moet versterkt worden of niet. Oké. Pour l'évolution de la qualité de la tension, j'ai aussi préparé quelques graphiques. En fait, au niveau qualité, il y a 2 grands paramètres. C'est la continuité de la fourniture et un deuxième paramètre, c'est la qualité de la tension. Dans les 2 graphiques, à gauche pour la moyenne tension, à droite pour la basse tension, vous avez en barre le nombre de défauts
ou l'évolution du nombre de défauts, et les différentes couleurs sont les assets en défaut. Les gros volumes sont surtout des défauts câbles. Les barres en grise sont des déclenchements ou des interruptions suite à des événements extérieurs à notre réseau, éventuellement des interruptions sur le réseau ILIA, ou des interruptions suite à des endommagements de nos assets par des entrepreneurs qui endommagent un câble, par exemple. Les deux lignes dans les deux graphiques, c'est l'évolution de l'indisponibilité de la tension. Il faut savoir que l'indisponibilité, en fait, c'est la durée moyenne d'une coupure par client dans le réseau. Donc, ça veut dire qu'on est toujours autour de 10 minutes, mais effectivement, les clients qui sont coupés suite à un défaut, c'est facilement 1 heure en haute tension ou même 3-4 heures en basse tension. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 lignes? Les 2 lignes correspondent avec les défauts qui sont suite à des problèmes de nos assets, et la ligne plus haute, c'est le total. Ce qui est important, c'est que la ligne en dessous, tout ce qui concerne des problèmes assets, est pris en compte depuis cette année-ci dans une régulation incitative, et on a convenu avec notre régulateur des objectifs pour ces indisponibilités à long terme. De manière générale, on pourrait dire que l'indisponibilité est assez stable, elle diminue un peu, sauf par exemple pour l'année passée en basse tension où il y a quand même une légère augmentation, et c'est à suivre la raison pourquoi. Mais pour l'instant, on est assez confiant que la qualité du réseau va dans le bon sens. Au niveau de la qualité de la tension, il faut savoir que nous vérifions la qualité de la tension, la qualité de l'onde dans nos points de fourniture. Dans chaque point de fourniture, il y a un enregistreur, et on a aussi des mesures dans nos cabines, des mesures ponctuelles, dans nos cabines réseau pour la partie basse tension. Néanmoins, ces mesures ne reflètent pas ce que le client a ou ce qu'il sent à son point de connexion. La qualité chez les clients même, on n'a pas de mesure systématique, mais chaque fois qu'un client a un problème ou pense avoir un problème, il peut faire appel à nous, et nous allons mesurer la qualité de la tension chez lui. Dans les 2 tableaux, vous voyez qu'il y a très peu de réclamations de tension qui sont dues à des problèmes réels, mais il y en a un peu en basse tension. Et dans ces cas-là, nous ferons les modifications ou les renforcements nécessaires pour y remédier. Als ik het dan een beetje over de investeringen zelf gaan daaraan voordoen, voor de kwaliteit van de spanning. Dus de kwaliteit zelf hebben we juist gezien dat er weinig problemen vastgesteld worden bij onze klanten. En ook dus tijdens de metingen die we uitvoeren. En we hebben geen specifieke enveloppen van investeringen voorzien in verband van kwaliteit. Wat dat er wel is een enveloppe natuurlijk voor versterkingen indien dat nodig is. Op het gebied van de continuïteit en van de levering of de onbeschikbaarheid hebben we in de grafiek gezien dat er altijd een grote impact kan zijn van incidenten buiten het net of buiten de assets om. Maar de algemene tendens is toch dalend, wat ons sterkt dat onze huidige politiek of onze huidige vervangingspolitiek van assets, vooral van kabels, eigenlijk voldoende is. En dat wij dus, daarvoor zijn er een aantal enveloppen voorzien. Voor laagspanning is dat een 50-60 kilometer kabel per jaar aan te leggen. In hoogspanning gaat het over tussen de 36 en de 40 kilometer per jaar, specifiek voor het vervangen van verouderde kabels. Mag ik naar de volgende slide gaan? Nog verder over de continuïteit. Ik heb het al gezegd dat we dus budgetten hebben om kabels te vervangen, zowel in hoogspanning als in laagspanning. Een aandachtspunt is dat het voor ons wel soms moeilijk is om ons investeringsplan of
uit te voeren in die zin dat we eigenlijk gedreven worden door werken van andere impetranten in Brussel, door de wetgeving coördinatie, is het niet altijd mogelijk om specifiek die kabels te vervangen die het meest dringende zijn. Nu op termijn is dat natuurlijk geen probleem. En het tweede puntje, ook voor, dus buiten het vervangen van kabels, hebben we een investeringsplan voor het telebedienen van onze cabines, wat ik al aangehaald heb. Die gaan geen defecten vermijden, maar die gaan er wel voor zorgen dat we zeer snel kunnen terug opschakelen naar perfect. En dan zijn er natuurlijk ook de vervangingsinvesteringen voor verouderde materialen in de netten zelf. Zo, het gaat dan over transformatoren, over middenspanningsborden en laagspanningsborden en dergelijke meer. In het volgende puntje wil ik het over de energietransitie hebben, waarin we een aantal projecten hebben. Een eerste project gaat over de lokale decentralisatie. Dus energietransitie is de overgang van de klassieke productie naar de nieuwere productie, naar van hernieuwbare energie, uit de hernieuwbare energie of uit de groene energie, die als karakteristiek hebben dat zij minder stuurbaar zijn of minder continu beschikbaar, en waar dat er dus het net op moet voorbereid zijn, als ook dus de klanten moeten kunnen op inspelen. Nu, voor het aansluiten van lokale productieinstallaties zelf zal Sibelga voor grote installaties een specifieke studie uitvoeren om de impact op het net zelf te zien. Want voor het ogenblik hebben wij nog geen problemen vastgesteld op ons net door de zonnepanelen die aangesloten zijn of andere productieinstallaties. Maar bij onze collega's in Vlaanderen en Wallonië is dat wel al het geval. En wij kijken dus uit naar de volgende metingen op het net met wat dat de impact zal zijn van de verhoging van de aansluitingen, zoals ik het daar straks al aangehaald heb. Specifiek voor Sibelga is ook dat wij eigen productieinstallaties hebben. We hebben dus een aantal cogeneratieinstallaties die wij installeren voor eerst om de warmte te produceren en die we dan verkopen aan de klanten. Maar als nevenproduct hebben we dan dat zij de netverliezen leveren, of een deel van de netverliezen. Wij moeten altijd nog een deel zelf aankopen. Mag ik naar de volgende slide gaan? Ik had het al gezegd dat dus de productie van energie meer gaat fluctueren of van verschillende parameters afhankelijk is en dus niet altijd de afname kan volgen. Het gevolg is dat dus ergens beter de afname ook gestuurd wordt in functie van wat er beschikbaar is aan energie. Dat is een eerste punt, daar gaat het dan gewoon over tarieven en zo. Maar Elia moet over reserves beschikken voor als er een probleem is op het net die het kan aanspreken. En sinds enkele jaren worden daar nu, het wordt genoemd produit de flexibiliteit, worden er gecreëerd, waardoor de klanten hun flexibiliteit kunnen verkopen. Zij kunnen dus zeggen, als er een probleem is op het net, kan ik ofwel zelf bijleveren, of kan ik mij gewoon van het net afkoppelen en minder verbruiken om dus het net te ondersteunen. Die producten bestaan, er gaan er nog bij komen, maar geven een grote nood aan meterdata. Want we moeten kunnen kijken, zijn die mensen effectief, kunnen die weggaan, zijn die weggegaan en dergelijke meer. Het tweede product, of het tweede is nog niet echt een product, maar een toepassing, zijn de local energy communities. Daar is het de bedoeling dat lokaal geproduceerde energie ook lokaal verbruikt wordt. Dus iemand die een zonnepaneel heeft en meer productie dan dat hij zelf nodig heeft, of die produceert op een moment als hij zelf niet nodig is, dat hij bijvoorbeeld niet thuis is, dat zijn buren ze zullen automatisch die energie gebruiken, maar in de lokale energiecommunity wordt een afspraak gemaakt tussen de twee. En dan is het de bedoeling, of is het noodzakelijk te kunnen meten wanneer dat de klant verbruikt of dat wel tegelijkertijd is met de productie. Weer al een grote nood aan meetgegevens. En u voelt het al komen, we hebben dus nood aan slimme meters. Nu, voor deze
punten zijn er geen specifieke investeringen voorzien in het net. Want eigenlijk gaan zij het net ondersteunen en de lokale energiecommunities, als die echt goed uitgebalanceerd zijn, zullen die minder middenspanningsnet nodig hebben. We hebben dus geen investeringen voorzien hiervoor. Ik kan naar de volgende slide gaan. We hebben het over intermitterende belastingen gehad, of variërende belastingen. Een van de toepassingen daar zijn natuurlijk de elektrische voertuigen. Elektrische voertuigen die op bepaalde momenten gaan laden en misschien in de toekomst zich zouden kunnen ontladen in het net. Vorig jaar heeft Synergrid, de federatie van de beheerders van de netten, of de elektriciteitsnetten en gasnetten in België, een studie gemaakt, een studie laten doen met een extern bureau, om te gaan zien, wat is nu zijn er problemen te verwachten op de netten of niet. De belangrijkste conclusies daar zijn dat de elektrische voertuigen, de lading daarvan verdeeld moet zijn in de ruimte en in de tijd. Dat wil zeggen, niet allemaal op dezelfde plaats tegelijk en niet allemaal op hetzelfde moment tegelijk. Als dat zo zou zijn, een tweede punt is dat de huidige modernisering van de netten en versterking van de netten gewoon zou kunnen doorgaan. Het is misschien niet echt een voorwaarde, maar het was een randvoorwaarde in de studie. Ze zijn er dus vanuit gegaan dat wij onze huidige programma's gewoon zouden aanhouden. En dan zijn ze tot de conclusie gekomen dat als wij geen maatregelen nemen om de lading van de voertuigen te sturen, dat wij een overbelasting dreigen te bekomen van onze kabels, laagspanningskabels, van onze transformatoren en van onze hoogspanningskabels. En u ziet het in de tabel. In 2030 gaat er al een belangrijk deel overbelast zijn. In 2040 zou er nog een veel groter deel van onze assets overbelast zijn. Dus de voorwaarde hier is, wij moeten de belastingen kunnen sturen. Ik heb al 2 keer gezegd, wij moeten. Het is natuurlijk niet echt de opdracht van Cybelga om belastingen te gaan sturen. De regelgeving daaromtrent moet nog gebeuren of is in de startfase. Het kan ook over een product van flexibiliteit gaan natuurlijk in de toekomst. Mag ik naar de volgende slide gaan? De studie van Synergrid, of de studieopdracht van Synergrid, heeft dus eigenlijk een beetje dezelfde conclusies gehad als iets wat wij, als een studie die wij zelf leverden in 2011, waar we effectief ook gezegd hebben dat op onze netten, specifiek voor Cybelga, dan geen al te grote problemen zullen zijn, zeker niet in het begin, onder een bepaalde voorwaarde. Dat is dat wij trage oplading van de voertuigen zouden hebben. Dan zien we enkele problemen in plaatsen waar nu zeer veel elektrische verwarming is. En dat wij dus het beperken van het vermogen en ook het sturen van de belasting indien mogelijk. Een van de punten die in het begin van het jaar tijdens het autosalon aangehaald is, was het 230 volt probleem. En daar kom ik zelfs op terug in de politiek, 230 volt. Ik heb het al een paar keer aangehaald dat wij sterk geloven dat de smart meter nodig zal zijn voor al die data over meetgegevens die we moeten verzamelen, en dat er ook nog andere mogelijke toepassingen zullen zijn voor de smart meter. Daarom, Cybelga wil tegen 2030 al zijn smart meters, al zijn bestaande meters vervangen door smart meters. En daarom zijn er 2 streams opgestart. Het eerste is een reactieve plaatsing van smartmeter. Wat bedoelen we daarmee? Dat is dat sinds vorig jaar elke nieuwe meter die we plaatsen, of bijna elke nieuwe meter die we plaatsen, een smartmeter is. Wanneer is een smartmeter? Voor volledig nieuwe gebouwen worden smartmeters gezet en voor gebouwen die een grote transformatie ondergaan, dus volledige herstructurering van het gebouw of vernieuwing van het gebouw.
En dan ook nog voor de A+, A-meters die we genoemd hebben. Dat zijn bijvoorbeeld de meters op lokale productieinstallaties die in 2 richtingen moeten meten. Daarvoor hadden we vroeger iets klassiekere meters, dus nee, geen klassieke meters, maar elektronische meters. Sinds dit jaar gebruiken we daarvoor ook de smart meter. Met die reactieve uitrol of reactieve installatie voorzien wij er maximum 8000 per jaar en gaat het dus jaren duren voordat elke Brusselaar een smart meter heeft. En daarom is het ons voorstel om ook een proactieve uitrol te gaan doen, die we zullen opstarten van in 2023. Eerst een kleine aanloopfase van 10.000 meters, daarna een ramp-up van 50.000 meters per jaar zouden gaan, om dan gedurende tot 2030, 31 aan 100.000 meters per jaar te gaan vervangen. Ik mag op de volgende slide gaan. Donc, cette approche pour ce rollout, alors, donc, en bas du slide, vous voyez les chiffres que j'ai mentionnés. Donc, c'était à peu près 8600 par an en réactif. Le reste, c'est en proactif à partir de 2023. Cette campagne, on a proposé de faire une campagne unique pour le remplacement. Donc, c'est une seule campagne et pas des niches ou des trucs spécifiques par région. Donc, on voudrait progresser quartier par quartier et remplacer tous les compteurs d'un bâtiment en une fois. C'est important pour avoir quand même des installations homogènes. Cette approche nous permet aussi de diminuer ou de maîtriser les coûts de déploiement et la réalisation de certains gains qui ne pourront être réalisés que si l'ensemble des clients disposent d'un compteur intelligent. Naar de volgende slide gaan. Spécifique pour notre projet de rollout, notre comité directeur en Siglega a fixé quelques balises. Dans le premier point, ils nous ont demandé de mettre en place des mesures à caractère technique, administratif et organisationnel pour répondre aux exigences en matière de privacy. Ce point-là, on l'a pris en compte dès le départ de nos études et en fait, c'est déjà intégré dans notre projet de rollout et c'est déjà d'application aussi dans nos installations réactives. Le deuxième point, c'est de chercher des solutions pour les personnes souffrant d'électrosensibilité. Le troisième point, on n'accepte pas de faire des coupures automatiques à distance. C'est vrai, ou ça ne peut-être pas, mais le compteur smart, le compteur intelligent permet de couper les clients à distance. Oui, je suis désolée, je vais vous couper parce qu'on a un problème avec le son. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder parce que donc du coup, quand moi, mon micro est activé, on n'a pas de souci. Mais chez vous, on dirait que le son est assuré. Je suis désolée pour les participants, mais on préfère régler évidemment le problème avant de continuer. J'ai essayé de mettre mon micro, est-ce que ça va mieux? En fait, à chaque fois que vous parlez, c'est assuré et ça coupe à chaque fois. Je suis vraiment désolée pour les participants. On va essayer de trouver une solution pour régler le problème pour que ça reste agréable à regarder. Je vais peut-être moi essayer de couper votre micro et de vous redonner le micro. Et vous redemander le micro. Peut-être que ça fonctionnera comme ça. Oui, ça va mieux. Non, ça ne marche pas mieux, malheureusement. Je ne sais pas si vous n'avez pas la possibilité de prendre un casque, peut-être. Je vais passer sur un dossier PC alors. Oui. Donc, du coup, on va mettre en attente 5 minutes la présentation pour pouvoir changer. Mais... l'ordinateur, je crois qu'il y a quand même. Oui,
Je suis désolée, on va devoir faire ça parce qu'on ne vous entend plus et donc du coup, c'est pas faisable comme ça. Je suis désolée pour les participants, mais donc du coup, on fait 10 minutes de pause et on va reprendre alors. Je vais te montrer les balises que le comité directeur de Sibelga a décidé. Et naturellement, c'est sans prise de l'approbation de nos plans d'investissement par le gouvernement après l'avis de Bruxelles. Et des éventuelles évolutions extérieures dans le cadre législatif sur le smart meter. Ok, je vais passer le slide. À moins que vous ne m'entendez pas du tout. Alors, pour la conversion du réseau 400 volts, c'est un hot item depuis le salon des voitures. Passons d'abord sur le réseau basse tension de Sibelga, comment il est composé. Donc on a trois types de réseaux, des réseaux 3 fois 230 volts purs, donc sans neutre, des réseaux 3 fois 230 volts avec un neutre et des réseaux 3 fois 400 volts avec neutre. 400 volts avec neutre, naturellement, il est déjà en 400 volts. Mais l'avantage du réseau avec neutre, c'est qu'on peut facilement mettre les câbles en 400 volts. Le seul problème, c'est le transformateur pur 3 fois 230 volts plus neutre. Donc, cela, c'est nécessaire de les remplacer en câble de transfert vers les 400 volts et il s'agit quand même de 10% de notre parc. Alors, pour les câbles et les transformateurs 3 fois 230 volts, là, il n'y a aucun moyen de les transformer en 400 volts. Et dans ce cas, il faut donc remplacer tant les transformateurs que les câbles. Et il s'agit quand même de 35% de notre parc de câbles. Ok, vous pouvez changer le... Oui. Pourquoi changer la tension en 400 volts? C'est quand même que le 400 volts, il a des avantages. Premier avantage, c'est qu'il fait moins de pertes pour une même puissance, moins de pertes parce que l'ampérage va diminuer et les pertes sur un câble ou sur tous les assets sont en fonction de la charge en ampères. Ou ça veut dire aussi que pour un même câble, la capacité disponible est 1,73 fois plus élevée. Deuxième raison pour passer en 400 volts, c'est que des clients, surtout des professionnels, demandent de plus en plus du 3 fois 400 volts plus neutre pour leurs applications triphasées. Il y a de plus en plus de machines, de standards pour les machines de cette tension-là, parce que pas mal de pays en Europe, pas tous, mais il y en a beaucoup où tout est déjà en 400 volts, ou presque tout est déjà en 400 volts. Et une troisième raison aussi, c'est que la recherche de véhicules électriques est plus facile en 400 volts, ou en tout cas, c'est plus facile de donner des charges ou de puissance plus élevée. Mais pour nous, transférer tout le réseau en 400 volts n'est pas justifié pour les voitures électriques. Ok, donc la conversion, comment est-ce qu'il faut faire cette conversion? J'en ai déjà parlé, il faut remplacer les assets qui sont plus 3 fois 230 volts, c'est-à-dire 35% de notre parc de câbles, 10% ou 14% de nos transformateurs. Mais ça ne suffit pas. Il faut remplir aussi des branchements parce que dans le secteur où il n'y a que du 3 fois 230 volts, aussi les câbles ou les vieux câbles de branchement sont en triphasé. Et en plus, il faut changer des compteurs et les installations des clients. Donc, s'il y a des clients qui sont en triphasé sur un tel réseau, ben, on ne peut pas les remplacer, on ne peut pas les moduler sans beaucoup de frais en une installation 400 volts. Il faut un neutre normalement pour ces installations.
Oui, vous pouvez aller au prochain slide. La politique de Sibelga, c'est, je l'ai déjà dit, ne pas faire une conversion complète. Ça coûterait de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros, avec un impact gigantesque sur la mobilité, parce que, on vous l'a montré, il faut remplacer 35% de nos câbles. Néanmoins, pour tous les nouveaux raccordements qu'on fait, on privilégie le 400 volts et surtout pour des raccordements d'une puissance plus élevée. À ce moment-là, on fait des extensions nécessaires ou des remplacements de cabines nécessaires pour passer en 400 volts le plus possible. Deuxième chose, c'est que le passage en 400 volts, c'est aussi une des possibilités en cas de problème de qualité de tension sur un réseau. Le facteur limitant, là, c'est le nombre de branchements et le type de branchement qu'on doit transférer vers les 400 volts. Et last but not least, depuis l'année passée, on a initié une politique pour chaque remplacement de câble qu'on fait, soit parce qu'il est vétuste, soit parce qu'on va le déplacer pour des raisons de travaux de voirie, on vérifie si c'est possible de passer en 400 volts. Et là, les critères sont assez simples. Il faut naturellement qu'on ne doit pas faire trop d'investissements pour passer le réseau en 400 volts et maintenir une structure normale du réseau. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un transfert d'un câble individuel. Il faut qu'il est connecté quelque part, et donc pas de câble en antenne. Deuxième chose, c'est qu'on ne doit pas remplacer des installations assez neuves. Donc, s'il faut remplacer un transformateur qui n'est pas prévu dans un programme existant, ben ça passe pas. Et une troisième chose, c'est que le nombre de câbles qu'on remplace ou qu'on pose en plus pour cette raison, il y a une certaine limite au nombre de câbles qu'on fait en plus. Et une troisième chose à ce moment-là, c'est le nombre de clients qu'on va transférer ou le nombre de clients qui sont pas prêts pour transférer. Donc on veut quand même limiter les frais dans l'installation des clients. L'objectif là, c'est en 10 ans de transférer, pour l'instant c'est 3800 clients, mais cette politique naturellement, elle est en constante évaluation. Oké, dan wil ik nog gewoon in 2 tabellen zo'n beetje de belangrijkste investeringen meegeven die wij gaan doen. In deze eerste deel gaat tot aan de investering tot aan de meters, de hoogspanningsmeters. Het grootste punt hier zijn de eerste lijnen waar de investeringen of de sanering zijn van onze koppelpunten met Elia. Ik had het al gezegd dat die projecten met hen afgesproken worden, want als wij een middenspanningsbord veranderen, moet Elia daarin volgen en ook investeringen gaan doen. Ik had het ook gezegd, en u ziet het, de investeringen zijn vrij stabiel. De gekleurde velden zijn eigenlijk de veranderingen ten opzichte van het investeringsplan 2020-2025. De investering is stabiel, behalve voor meters, zoals ik al gezegd had, en dat staat op de volgende slide, waar we het over de laagspanningsaansluitingen en de meters hebben. En dan ziet u een lijntje met de investeringen, met de rollout van onze smartmeters vanaf 2023. Ik speel op de volgende slide. Ja, dus er is in de voorlaatste rubriek, waar u de rollout van de smart meters gaat zien. Nu, de smart meters, die 8500 of 600 die u in de vorige slides gezien hebt, die zitten vervat in de hoeveelheden van vervangingen of plaatsen van meters op vraag van de klanten. Het is immers altijd op vraag van de klant dat we die gaan zetten. Tot hier het investeringsplan elektriciteit. Mijn excuses voor de technische problemen die we gehad hebben, maar ik denk dat er nu wat tijd is voor vragen.
La première question était pour la charge sur les câbles basse tension. En effet, elle est très faible et on ne prévoit pas qu'il y a très vite des problèmes avec les charges des véhicules électriques ou autres applications qui vont venir. C'est ce qu'on nous conforte pour dire qu'on ne doit pas changer le réseau au plus vite. La deuxième question. La deuxième question est donc relative au soutien en cogénération et au fait que Brugel propose donc de diminuer le soutien. Donc, si je comprends bien, ça concerne l'aspect certificat vert. La réponse que l'on peut donner par rapport à ça, c'est que chaque fois que nous décidons de faire un investissement en cogénération, on procède à un business case. Et dès lors que le business case sera encore positif, eh bien, a priori, on pourra continuer à investir. Maintenant, comme vous le savez, l'activité de Sibelga en matière de cogénération vise à couvrir les pertes de réseau. Et donc, de toute façon, on ne va pas investir au-delà de ce qui est nécessaire pour la couverture des pertes. On va prendre… Alors, je vois qu'il y avait une question sur le smart metering, mais celle-là, on va peut-être les grouper plus tard. Et donc, on va répondre à la question suivante qui concerne les investissements éventuels pour les Local Energy Communities. Et donc, là, je passe la parole à Mehdi Cruz. Voilà, bonjour. Donc, la question qui s'est posée était la suivante. Donc, les communautés d'énergie vont potentiellement diminuer l'utilisation de nos réseaux électriques. Comment Sibelga va accompagner cela? Quelles sont les zones où les communautés d'énergie pourraient être favorables? Alors, le premier point, c'est que Sibelga va évidemment supporter l'ensemble des initiatives relatives aux communautés d'énergie qui se voient le jour. Et finalement, toute zone peut être propice à une communauté, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'une cabine, donc d'un quartier. Et selon les cas, eh bien, le réseau Sibelga sera toujours utilisé à différents niveaux. Disons que s'il y a une communauté d'énergie à un niveau d'un quartier, le réseau basse tension sera toujours sollicité de la même manière, là où le réseau moyenne tension le sera moins. Et donc Sibelga, évidemment, considère ça dans ses plans d'investissement et projette, fait des projections évidemment en termes de communauté d'énergie pour pouvoir adapter l'ensemble de ses investissements à cela. Au-delà de cet aspect-là, Sibelga continuera à jouer le rôle de facilitateur, et dans ce sens, il continuera à gérer la mesure des flux énergétiques, mais qui cette fois-ci se feront de manière plus dynamique et plus matricielle, d'un producteur local vers un consommateur local. Voilà. C'est quoi la suivante? La question suivante. La question suivante, c'est quoi? Je vais peut-être profiter pour répondre aux questions liées aux véhicules électriques également. Donc, il y en avait deux. La première était la question sur le pourcentage d'infrastructures en surcharge au niveau belge versus région de Bruxelles-Capitale. Donc, les chiffres qui sont présentés dans ce slide sont bien liés à la région de Bruxelles-Capitale. Et de manière plus générale, pour vous donner un peu plus de contexte, donc, cette étude de synergie, donc de l'ensemble des gestionnaires de réseau, démontre qu'on n'entrevoit pas de problème majeur de rupture de notre rythme d'investissement à horizon 2030, avec un taux de pénétration de l'ordre de 20 à 30% des véhicules électriques. Ça veut dire qu'on a évidemment considéré les Bruxellois, mais aussi les navetteurs qui pourraient venir se recharger à Bruxelles. Et donc, on tient à être très rassurant là-dessus. Il n'y a pas de problème majeur dans notre rupture d'investissement. Par contre, à horizon 2030 et après, on va commencer à avoir potentiellement des situations de surcharge et de saturation de nos équipements. Et c'est la raison pour laquelle on doit dès maintenant prévoir des solutions intelligentes pour la recharge des véhicules, de manière à finalement éviter de devoir faire des investissements importants qui seront à terme, in fine, à charge du citoyen. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'optique dans laquelle Sibelga se positionne, avec des solutions intelligentes qui pousseront les utilisateurs à se recharger au bon moment, c'est-à-dire il y a de l'énergie à disposition. Bien, ça nous permettra d'éviter dans 10 ans et après des investissements plus conséquents. Voilà. Et il y avait encore une question sur plus particulièrement la Renault Zoé qui n'est pas compatible avec le réseau 230. Il faut savoir que la Renault Zoé est un des seuls modèles qui est sensiblement problématique par rapport à nos réseaux 230 volts, mais en réalité, il existe une solution. Car Renault propose un câble adapté au réseau 230 volts qui permet de s'affranchir de cette problématique.
Donc, je rassure les utilisateurs de Renaudé, il n'y a a priori aucun problème. Et du reste, la quasi-totalité des modèles peuvent se recharger parfaitement sur un réseau de 130 volts avec une puissance de 7,4 kW, ce qui permet de recharger, par exemple, une Renault Zoé en l'espace de 5 heures et un modèle plus pro en l'espace d'une nuit. Je tiens à rappeler également que le Bruxellois parcourt en moyenne 30 km par jour, ce qui peut être rechargé avec ce type de puissance en l'espace d'une heure. Donc voilà. Alors, il y avait également deux questions que je peux grouper en rapport avec le cadre légal autour du smart metering. Donc, il existe bien aujourd'hui un cadre légal en matière de smart metering qui effectivement prévoit un système de déploiement par niche. Alors, Sibelga entend être très volontariste en la matière et comme on l'a expliqué, non seulement procéder à un déploiement réactif, mais également à un déploiement proactif. Et donc, il y a déjà aujourd'hui dans l'ordonnance prévu le fait que, en cas de remplacement, eh bien, lorsqu'un compteur est remplacé, ce compteur peut être remplacé par un compteur smart, sauf si techniquement, ça n'est pas possible ou ça n'est pas rentable au regard des économies potentielles à long terme. Alors, Sibelga a fait son analyse, estime qu'effectivement, il y a de nombreux avantages au smart metering et que donc la rentabilité à long terme est là, donc d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, et que techniquement, il est tout à fait possible de procéder à un rollout. Et donc, on entend être ambitieux en matière de remplacement et effectivement se servir, je dirais, de cette possibilité ou même de cette obligation. Donc, lorsqu'un compteur est remplacé, on remplace par un compteur smart pour prévoir un programme de rollout qui est volontariste. Évidemment, c'est là notre ambition. Maintenant, il va de soi que le plan d'investissement dans sa globalité doit faire l'objet d'une approbation par le gouvernement après avis de Bruxelles. Et il va de soi aussi que, comme M. Pousse l'a dit, si le cadre législatif futur évolue, Sibelga tiendra bien entendu compte de ce cadre législatif futur. Et là, à ce stade-ci, nous ne sommes évidemment, nous, pas en mesure de dire comment ce cadre va évoluer. Ça, c'est la prérogative du législateur. Nous savons que, en principe, en fin 2020, début 2021, il y a une modification des ordonnances électricité qui doit intervenir dans le cadre de la transposition de ce qu'on appelle le Clean Energy Package, mais nous ne sommes évidemment pas en mesure aujourd'hui de dire dans quel sens ces modifications iront. Donc ça, c'est le point sur smart metering et cadre légal. Et alors, il y avait un point également un petit peu plus technique sur le smart metering, et là, je vais laisser mon collègue. Donc, il y avait une question finale sur le fait que nous utilisons les mêmes compteurs intelligents que les autres GRD. Donc la question c'était quel compteur et quel système d'acquisition partagé. C'est le cas à partir de 2021. Sibelga va acheter des compteurs ensemble avec les autres GRD belges. Les compteurs sont des compteurs d'un fabricant qui s'appelle Sagemco, ainsi qu'un système d'acquisition qui est partagé entre les GRD. C'est aussi donc un système de Sagemco. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole à Johan à nouveau. Merci. Et donc, du coup, on est arrivé au bout de nos questions sur le plan d'investissement électricité. Et donc, on va passer au plan d'investissement gaz. Par mail via Bruxelles. Et je propose qu'on passe tout de suite au plan d'investissement prévu pour le réseau gaz. Oui, vous pouvez. Donc c'est un peu la même structure. Je commence avec une présentation du réseau. Je vais faire un point sur la sécurité d'alimentation, sur la qualité de fourniture,
pour après avoir un chapitre sur la transition énergétique, même en gaz. Donc, Sibelga a là-dedans 2 projets. Pour passer pour le point le plus important pour les 2-3 ans à venir, c'est la conversion des réseaux du gaz pauvre vers le gaz riche. Et je termine de nouveau avec 2 tableaux avec les investissements les principaux prévus dans ce plan d'investissement. Okay. Donc, le réseau gaz, on a 8 points d'interconnexion avec le réseau de transport qui est géré par Fluxys. Nous, on reçoit l'appui, donc la pression soit en 14 bars, c'est notre structure dorsale des grosses canalisations qui alimentent des stations de détente, d'où on va vers une distribution moyenne pression. Il y a aussi des injections dans ce réseau-là à partir des stations de réception ou les koppelpunten, comme on a dit en électricité. Sur le réseau moyenne pression, on a plusieurs types de réseaux de 1,7 à 2,7 bars. Là-dessus sont raccordés des gros clients qui ont une propre poste de détente ou des cabines réseau à partir desquelles on alimente un réseau basse pression où sont raccordés tous les ménages. Ce réseau-là est pour l'instant en 24 millibars, comme on est en gaz pauvre. Dans le futur, sera une pression 21 millibars dès qu'on a le gaz riche. Le tableau sur le prochain slide donne aussi quelques quantités d'assets que nous avons dans nos réseaux. Donc, au niveau raccordement, il y en a moins qu'en électricité et aussi pour les compteurs. Vous pouvez directement aller au prochain slide. Au niveau sécurité d'alimentation, nous regardons les capacités dans nos postes, dans les points d'interconnexion avec Fluxys, ainsi que les pressions sur le réseau. Ici, les barres donnent les volumes annuels pour tout le réseau et la ligne verte, c'est la pointe synchrone de tous nos postes. Cette pointe, elle est assez stable. On voit une diminution entre 2018 et 2019. Maintenant, il faut savoir que la consommation à Bruxelles, c'est surtout du chauffage et nous dépendons donc énormément de la température ambiante et comme vous le savez, l'hiver 2018-2019 a été très chaud. Néanmoins, si on regarde par SRA, et c'est quoi une SRA? C'est une station de réception agrégée, donc où le réseau moyenne pression et basse pression, font une entité et qui sont alimentés par un ou plusieurs stations de réception. Donc, on convertit ça dans une station de réception agrégée. Et donc, on en a 3 à Bruxelles pour l'instant. Quand on les voit individuellement, on voit que les pointes sur ces postes, sur les stations individuelles ont monté l'année passée, surtout quand on regarde, quand on fait les calculs vers moins 11 degrés. Pourquoi moins 11 degrés? C'est la température qu'on prend en compte pour le dimensionnement de nos réseaux. C'est mis quelque part que c'est ces températures-là qu'on doit prendre. Notons déjà ici que quand on passe en gaz riche, on gagnerait en capacité de 11% de capacité sur le réseau moyenne pression. Okay, pour le slide suivant. Ce graphique-là montre la charge des stations individuelles et vous voyez qu'ils sont groupés par en 3 SRA. Il faut savoir que la petite SRA d'Ilbeek, c'est la partagée avec Flandre, avec Fluvius, qui a une autre station qui injecte dans le même réseau. Aussi pour la SRA Bruxelles, il y a des stations en Flandre, donc on est aussi interconnecté là. La barre blanche que vous voyez dans la station, donc c'est l'impact de la nouvelle station qu'on a construite à Overijse et qui est en service depuis la fin de l'hiver. Donc on ne voit pas encore l'impact de cette station, mais dans le futur,
elle pourrait reprendre une charge des autres stations. Vous voyez que l'augmentation par station, ben, ça tombe toujours juste bien. On charge ceux qui ne sont pas trop chargés pour l'instant. La raison est que tout le réseau moyenne pression et basse pression sont fortement intégrés par SRA et donc c'est facile, ça se passe même naturellement que dès qu'il y a une station surchargée, ben, on prend plus de gaz sur les autres et donc il y a l'équilibre sur le réseau est maintenu. Je peux dire encore. Oui. Cette station de Overijse qu'on a mis en plus, elle va nous aider dans le transfert ou le report vers le LVRH, parce que ça, on va devoir faire quand même en petits morceaux, mais c'est le dernier point de la présentation, j'y reviendrai. Vous pouvez passer au prochain slide. Donc, dans ce tableau-ci, on a un peu mis les statuts, capacité, disponibilité, sécurité d'alimentation. Donc, il n'y a pas de problème et on aura encore plus de réserves après. Et donc, il y a très peu d'investissements prévus dans le gaz, dans le réseau gaz, et c'est assez général. Donc, depuis qu'on a intégré la nouvelle station, les investissements dans le réseau gaz sont limités au maintien de la sécurité, en fait. Mais on va revenir après parce que le prochain point, c'est un peu la qualité. Vous pouvez passer au prochain slide. Donc, niveau qualité de la fourniture, maintenant, il ne faut pas avoir peur de la grandeur des barres que vous voyez dans les graphiques. Il faut surtout regarder l'axe parce que, en effet, en gaz, on n'interrompt presque jamais l'alimentation. Donc, les travaux se font sous pression et donc, il y a très peu de mise hors service et mise hors service où ils sont programmés et convenus avec le client. La seule chose à droite, vous voyez une énorme montée de l'indisponibilité en 2019. Ben, c'est dû à un seul incident où on a perdu une grosse partie du réseau basse pression aux alentours de la place Saint-Denis à Forêt. Et la cause était une fuite d'eau et de l'eau qui était rentrée dans nos canalisations et c'était assez étendu. Et ça a pris plusieurs jours avant qu'on a pu mettre les clients de nouveau sous gaz. OK. Et donc, ici aussi, il n'y a pas beaucoup d'investissements prévus. Donc, au niveau qualité de la pression, ben donc là, on a des mesures de pression dans le réseau basse pression et moyenne pression, même des mesures télé-relevées. Et donc, en gaz, autrement qu'en électricité, nous pouvons agir sur des problèmes de congestion ou donc de diminution de pression. Et on peut augmenter la pression télécommandée dans quelques postes réseau, mais surtout dans les postes donc des stations d'interconnexion avec Fluxys. C'est d'ailleurs une des tâches de notre dispatching, de suivre la consommation journalière. Le matin, ils doivent régler la pression en fonction de la montée en puissance des consommations quand tout le monde met son chauffage. Alors pour la transition énergétique, même comme pour l'électricité en gaz, on cherche des alternatives au gaz naturel. On parle surtout du biogaz et biométhane et aussi de l'hydrogène. Dans les deux domaines, Siberia suit avec beaucoup d'intérêt les évolutions. Et pour biogaz, biométhane, on a un projet commun avec Bruxelles Propreté et Environnement. Donc, on va essayer d'avoir une installation. Au niveau projet hydrogène, l'hydrogène, l'objectif, c'est de mettre une certaine quantité d'hydrogène définie comme renouvelable, donc fabriquée avec un surplus d'électricité, dans notre gaz. Et là, on va faire des tests avec un laboratoire et même avec Fluxys en la matière pour voir qu'est-ce que le réseau peut supporter. Comme dernier point, je l'ai déjà annoncé, le
la conversion vers le gaz riche. Pourquoi? Le problème, c'est que les réseaux de Bruxelles, mais aussi toute une dorsale en Belgique qui vient d'Anvers, Bruxelles, Charleroi et même après en France, est alimentée par le gaz pauvre qui vient de la Hollande, de Groningen. Là, il y a des problèmes de tremblement de terre et les Pays-Bas ont décidé d'arrêter leur production. Et nous ont prévenu à temps, donc il y a déjà quelques années, avec tous les autres GRD et avec Fluxys, on est en train de préparer cette conversion. Il y a eu pas mal de tests déjà sur des réseaux de plus petits convertis, l'impact sur le réseau, sur les assets dans le réseau, mais aussi chez les clients. Donc, c'est surtout la qualité des appareils chez les clients. Donc, ces appareils-là doivent supporter tant le gaz riche que le gaz pauvre, ce qui est un fait depuis la fin des années 70 où, en Belgique, on ne vend plus que des appareils prêts pour les deux gaz sans besoin de réglage. C'est différent en France, par exemple. Les appareils qui sont installés doivent être réglés quand on passe en gaz riche. Ok, pour le prochain slide. Donc, qu'est-ce qu'on a donc une phase de préparation depuis quelques années déjà, c'est surtout pour définir les modalités techniques de la conversion, où on a analysé les risques de sécurité encourus pour les installations qu'on peut retrouver sur notre réseau. Il y a eu des études, il y a eu des échantillonnages, on était voir chez des clients. Une analyse de coûts et des avantages avec différents scénarios. Vous allez voir, avec scénario, je veux dire le nombre d'années qu'on va prendre pour changer le gaz et comment on va le faire. Est-ce que c'est par petit îlot, par grand îlot, etc. Et une étude du parc des appareils à Bruxelles via échantillonnage, je l'ai déjà mentionné. Entre-temps, il y a eu une imposition d'avoir un contrôle de compatibilité des appareils au gaz H et réglage des chaudières. Donc, j'avais dit effectivement qu'il n'y en a pas, mais il y a quelques grandes chaudières où ça s'avère quand même nécessaire. Et la législation à Bruxelles prévoit que ces contrôles se font pendant les contrôles périodiques des chaudières. Et il y a même prévu des primes pour des ménages défavorisés. En plus, on a fait quelques investissements préparatoires. Par exemple, je ne l'ai pas mentionné quand j'ai présenté le réseau, mais dans le réseau basse pression, il y a quelques réseaux. Il y a quelques réseaux 100 millibars où on alimente le client en 100 millibars et donc il y a un régulateur chez lui à l'entrée de son compteur. Ces régulateurs sont non réglables et on a dû les changer pour passer en gaz riche où la pression pour les appareils doit être plus bas. On a aussi placé quelques vannes et vous allez comprendre plus tard pourquoi c'était nécessaire parce que le transfert se ferait en partie du réseau, donc on doit quand même couper nos GOS ou SRA, donc la station de réception agréée, en plus petits morceaux. C'était le but, c'était l'idée au départ de faire ça en des tout petits morceaux. Entre-temps, on a eu la possibilité de changer ce planning et de faire ça en 3 fois, mais j'y reviens. En plus, il y a eu un plan de communication, c'est-à-dire que chaque fois quand on va changer l'alimentation d'un client du gaz pauvre vers du gaz riche, il est averti bien à temps. Je pense que la première lettre, il reçoit 2 ans à l'avance et encore il reçoit un rappel 3 mois avant. Sur ce slide-ci, vous voyez les 2 scénarios qu'on avait. Dans le plan d'investissement l'année passée, on avait prévu de faire le transfert en 4 ans, c'est l'image à gauche. Entre-temps, et avec Fortschrittend Insicht, on a vu que c'était possible de faire des plus gros nombre de clients en une fois et on va faire le changement en 3 ans et la première phase se fera cette année-ci. Il aurait dû se faire
à cette période-ci, mais pour des raisons de confinement et des problèmes pour travailler ou de restrictions, elle est postposée au mois de septembre. Donc en septembre, on a le premier secteur qui va passer, c'est le petit bleu à gauche du dessin, c'est la station Grand Bigard qui va passer en gaz riche. OK. Ça pour ces process-là. Alors, pour les investissements en gaz, je l'ai déjà dit qu'on a très peu d'investissements pour renforcer, étendre les réseaux, parce qu'il est certain qu'à plus long terme, 2030-2050, on doit s'attendre à une diminution importante de la demande annuelle de gaz. Pour l'instant, on regarde sur quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qui va se passer. Et je dois dire que pour l'instant même, on ne voit pas encore de diminution. Vous avez bien vu dans le graphique, c'est assez stable, des légères diminutions, mais ils dépendent surtout de la température À l'heure actuelle, cette année-ci, on a énormément de demandes de raccordement, de nouveaux immeubles, de placement de compteurs, etc. Donc, on ne sait pas très bien, mais on pense que c'est quand même sûr que pour 2030-2050, ça va diminuer. De plus, on a aussi les voitures CNG qui apparaissent. Bruxelles avait une ambition d'avoir quand même une trentaine de stations CNG d'ici 2030 et pour l'instant, on a une dizaine de projets à l'étude pour raccorder ces stations-là. Donc, et je l'ai déjà dit, compte tenu de ces incertitudes, pour l'instant, on prévoit surtout des investissements pour sécuriser ou assurer la sécurité de nos réseaux en matière d'incidents. Il y a aussi un peu de renouvellement en poste réseau. Comme vous voyez là les quantités, il y a quand même encore des nouveaux raccordements prévus et des compteurs, un placement de nouveaux compteurs à peu près 4000 par an. C'est à quoi on s'attend pour l'instant. Mais comme j'ai dit, ici, on a pas mal de demandes. Ici se termine ma présentation. Je ne sais pas si on peut prendre un peu de temps, comme là tantôt pour l'électricité, et qu'on regarde des questions, s'il y a des questions, et on peut répondre un peu de la même façon. Désolé pour le problème de son. Moi, j'ai pas le son pour l'instant, donc. Donc oui, on va travailler de la même manière. Donc du coup, on a reçu 3 questions, et donc je propose que vous lisiez la première question comme vous avez travaillé pour le plan d'électricité et que vous répondiez aux questions au fur et à mesure. Donc du coup, Monsieur Poets, si vous pouviez rouvrir votre micro et répondre donc aux questions, je vous laisse la parole. Voilà, alors donc, je vais répondre d'abord à une des dernières questions qu'il y a eu sur les véhicules électriques, donc plutôt sur la partie en investissement électrique. Je peux peut-être donner une précision. Effectivement, on projette 20 à 30% de véhicules électriques d'ici 2030 et il faut s'attendre à ce que la croissance soit plutôt d'ordre exponentiel que linéaire. Donc, il est certain qu'à l'horizon 2030-2025, on sera, je ne sais pas si on sera à 100%, mais en tout cas, on sera à un nombre assez élevé. Et évidemment, si le cas fait déjà des projections et planifie anticipativement ce type d'impact. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence sur la recharge permettra de résoudre la plus grande partie des problèmes liés à la croissance du véhicule électrique. Il faut aussi s'attendre à une diminution du nombre de véhicules par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 500 000 véhicules plus ou moins à Bruxelles. Il faut penser qu'avec les politiques régionales de décarbonation, on observe une diminution aussi du nombre de véhicules. Donc voilà, mais donc, je tiens à avoir un discours très rassurant là-dessus. Nous sommes tout à fait conscients des enjeux liés à la mobilité électrique et nous prévoyons l'ensemble des devoirs pour pouvoir
pour pouvoir faciliter cela et faire en sorte que ces volcans ne soient dans tous les cas un frein à cet événement. Voilà. Alors, il y a une question sur le smart metering côté gaz. Alors, effectivement, nous n'avons à l'heure actuelle rien prévu en termes de déploiement de compteurs smart gaz pour une raison très simple, c'est que le business case n'est en rien positif à Bruxelles pour un déploiement de compteurs gaz. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'on a un réseau très concentré. Donc, le coût de la relève des compteurs à Bruxelles est beaucoup plus faible que dans d'autres régions en Belgique et en Europe. Et d'autre part, nous avons une densité d'immeubles à appartements relativement élevée, qui fait que nos releveurs ont un accès très facile au compteur gaz. Oui, et donc, tout l'aspect de l'intelligence des compteurs intelligents ne se démontre pas pour le gaz, comme il pourrait se démontrer pour l'électricité. Et pour rappel, le compteur intelligent de l'électricité va permettre, en plus des économies, avant tout de faciliter la transition énergétique, de permettre des tarifications dynamiques et de permettre des produits qui vont faciliter l'avènement de toute une série de choses comme le véhicule électrique ou les productions d'essence. Voilà, je donne la parole à Raphaël Lefebvre pour la dernière question. Alors, il y avait une question sur le montant des primes pour les ménages défavorisés, donc les primes au contrôle des installations gaz. Ces primes sont de 100 €. En fait, ce sont des primes qui sont données par Bruxelles Environnement, et donc il faut aller sur le site de Bruxelles Environnement pour voir quelles sont les conditions d'accès à ces primes. Voilà. Donc, pour voir quelles sont les conditions d'accès à ces primes en fonction de la composition du ménage, ce sont des conditions de revenus. Hein. Donc, en fonction des conditions de revenus du ménage, on y a ou pas accès, et c'est un maximum de 2 primes qui peuvent être demandées par adresse. Alors, pourquoi est-ce que les éventuels réglages de chaudières, voire remplacement de chaudières, sont à charge des propriétaires? Eh bien, je dirais tout simplement parce que il s'agit là d'installations qui sont des installations intérieures, et donc on se situe après heure, et donc ça fait partie en quelque sorte des installations qui font fonctionner une habitation ou un logement. Et du coup, à ce titre, ce sont les propriétaires qui doivent veiller à ce que leurs installations soient conformes non seulement à la réglementation, mais quelque part à l'évolution des produits qui sont distribués. Et donc, effectivement, l'autorité politique n'a pas fait le choix de permettre le remplacement aux frais de la collectivité de l'ensemble des appareils qui ne seraient pas conformes. Maintenant, comme M. Pousse l'a indiqué, toutes les chaudières qui sont postérieures à la fin des années 1970, donc ça fait déjà maintenant pratiquement 40 ans, sont compatibles avec les 2 types de gaz. Et donc là, on ne parle pas de remplacement d'installation, sauf si ce sont éventuellement des chaudières qui ont été achetées hors de l'Union européenne, mais on parle de réglage. Et donc, l'autorité publique a opté ici pour un coup de pouce, donc sous forme de prime au contrôle de compatibilité des appareils. Alors, combien de chaudières doivent encore être remplacées? À nouveau, il s'agit de l'installation intérieure, donc Sibelga n'a pas de cadastre de l'ensemble des installations qui composent le parc de chauffe à Bruxelles. Donc, à nouveau, c'est plutôt sur une sorte de base de statistique que l'on peut considérer que, puisque toutes les chaudières postérieures à la fin des années 70 sont compatibles avec les 2 types de gaz, nous avons, je dirais, bon espoir, ou en tout cas, nous avons le sentiment que le nombre de chaudières à remplacer ne devrait pas être important. Et puis, que se passe-t-il si des chaudières ne sont pas remplacées à temps? L'impact principal, je dirais, sera un impact de type perte de rendement, et donc un mauvais fonctionnement de l'appareil, et donc de mauvaises prestations, je dirais, énergétiques de l'appareil.
Voilà, ça c'était la question posée par rapport au prix et à la conversion. Et si mes informations sont correctes, il n'y a donc pas d'autres questions. Et donc nous allons arrêter là et nous vous remercions pour votre attention. Voilà, effectivement. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions. Donc, encore une fois, on s'excuse pour les problèmes techniques. Comme j'ai expliqué au début, c'était une première. Et donc, du coup, merci en tout cas d'être resté connecté et d'avoir patienté pendant qu'on règle les problèmes de micro et autres. Donc, on vient de terminer donc, les deux présentations du plan électricité et du plan gaz. Et on va passer maintenant sur le dernier slide et après, on va clôturer ici notre premier webinaire. On va sur le next step. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Et pour ce faire, je passe la main à mon collègue Farid Fodil Pacha qui va vous expliquer qu'est-ce qui se déroule par la suite. Merci Adeline. On arrive à la fin de ce webinaire. Comme l'a dit ma collègue, on s'excuse un peu pour les difficultés techniques liées au direct. Et c'est une première pour nous, donc ça sera sûrement plein d'enseignements pour les prochains webinaires qu'on va organiser. Pour comprendre le next step, ici, le slide présente une ligne de temps. Il est très important de voir comment on est où, on se situe où dans ce processus. Actuellement, on est en phase de consultation publique des projets d'investissement d'ILIA et d'ICIBLGA. On est dans la phase de consultation sur les drafts de ces propositions. Ce ne sont pas des propositions définitives. Donc, Bruegel va recueillir les contributions des participants. On espère qu'ils seront vraiment nombreuses. Et on va les envoyer aux gestionnaires de réseau, chacun pour ce qui le concerne. Bruegel formulera aussi ses propres recommandations pour le 15 juillet. Après, ça va passer une phase d'adaptation des propositions par les gestionnaires de réseau sur la base des contributions des participants. Donc, c'est vraiment un vrai exercice de démocratie participative. On vous incite vraiment à contribuer, à apporter vos arguments pour influencer la version définitive des projets de plan d'investissement qui seront soumis pour le 15 septembre pour avis d'une façon formelle à Bruegel. Et Bruegel rendra cet avis pour le 30 octobre. Sur la base de cet avis, le gouvernement prendra sa décision d'approuver ou de refuser ces propositions de plan d'investissement. Voilà, donc on compte sur vous pour vos contributions et on prend un autre rendez-vous pour une autre présentation, mais ça concernera ça sera spécifiquement dédié aux compteurs intelligents. On organisera un webinaire, peut-être en fonction de l'évolution de la pandémie, peut-être on fera ça dans une salle où on va accueillir les participants. Et voilà, et d'ici là, on vous remercie pour votre participation et au revoir. Voilà, c'est ici que donc on clôture notre webinaire. Merci encore à tous pour vous être connectés et vous être inscrits. Encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques et à la prochaine. Merci.